demandé en fait à Régis de faire cette conférence sur ce thème-là, puisque Régis est le candidat qui sera donc la tête de liste pour les élections européennes de la circonscription Sud-Ouest, qui regroupe donc l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. Donc cette conférence tournera donc, assez autour de l'Union européenne, notamment dans le cas justement des élections européennes. Voilà. Voilà, après, je vais laisser donc Régis se présenter un petit peu plus en détail. Merci Guillaume. Donc avant de commencer la conférence proprement dite, je voudrais vous dire que François Asselineau m'a appelé quand j'étais dans le train avant de venir, enfin sur le chemin donc, et il nous souhaite une bonne soirée. Il vous présente à tous et à toutes ses amitiés, et il m'a dit de vous dire que l'UPR en ce moment a un taux de progression de ses adhérents en augmentation forte, puisque nous sommes à 400, au moment où il m'a appelé, nous étions à 4028 adhérents, dont 12 depuis ce matin, il m'a dit, et ça continue. Et 24 dans les 24 dernières heures. Voilà, donc c'est un signe positif. Un par heure, voilà. La dérivée première est de 1 par heure en ce moment. La dérivée première des adhésions. Donc, comme Guillaume vous l'a dit, je vais traiter le sujet « Sommes-nous en démocratie ?» Et pour cela, eh bien, j'ai choisi le plan suivant. D'abord, je vais parler de la démocratie, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelles sont ses formes possibles. Ensuite, je parlerai des institutions européennes. Et enfin, du système politique français. Et libre à vous ensuite de tirer les conclusions par vous-même. Donc, la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, démocratie? Quelles sont les considérations générales? Démocratie, ça vient de démos et de kratos, donc c'est le pouvoir exercé par le peuple pour le peuple. C'est ça que ça veut dire. Donc d'abord, pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un peuple, et puis que ce peuple exerce le pouvoir. Depuis quand parle-t-on de démocratie? La première forme de démocratie au monde a été instaurée en Grèce, dans la Grèce antique, au début du VIe siècle avant notre ère, aux alentours de l'année moins 590 à peu près. Dans ces eaux-là, par Solon. Et à l'époque, il avait créé une forme de démocratie qui permettait à toutes les classes sociales de citoyens, c'est-à-dire hors les esclaves, les métèques et tout ça, et à toutes les classes sociales de citoyens d'être représentées selon un système qui différenciait quand même les représentants des différentes classes sociales en fonction de leur niveau social. Mais quand même, c'était un début. Depuis, les choses ont bougé, il y a eu des expériences un peu partout, et la démocratie moderne, dans nos sociétés occidentales, elle vient d'Angleterre, et elle date de 1689. Donc les Anglais ont été les premiers à instaurer une démocratie en Europe. Ensuite, il y a eu les États-Unis, dont je parlerai un peu tout à l'heure, et puis la France 2 ans plus tard, à partir de 1792, en fait, la Première République. Alors, une démocratie, donc le pouvoir exercé par le peuple pour le peuple, c'est un beau projet, c'est une belle utopie, mais j'ai peur que ça n'ait jamais été expérimenté réellement. Je ne connais pas de démocratie chimiquement pure. Peut-être à l'époque des chasseurs-cueilleurs, quand les hommes se déplaçaient en nomades par groupe de 20 à 30 personnes, peut-être à l'époque les décisions étaient-elles prises collectivement, mais depuis le néolithique, depuis que l'homme s'est sédentarisé, force est de reconnaître qu'il n'y a jamais eu réellement de pouvoir exercé par le peuple pour le peuple. Pour l'instant, ça reste encore une utopie, même si certaines formes d'organisation politique permettent de s'en approcher. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces formes d'organisation politique? La démocratie directe, participative ou représentative? Déjà, c'est la première question à se poser. Directe, c'est le référendum, oui, effectivement, sur des questions précises, mais ça ne permet pas de gouverner, on ne peut pas gouverner par référendum, prendre toutes les décisions par référendum, donc il faut bien un organe de gouvernement. Participative, oui, on en parle de plus en plus, peut-être pour des questions locales, qui concernent la vie commune, la vie des gens. Représentative, c'est le système, c'est le mode d'organisation qui est aujourd'hui le plus répandu. Quelle représentation? Parlementaire, présidentielle?
Là encore, on a le choix. Centraliser, déconcentrer, localiser? Là encore, ce sont des questions qu'on peut se poser. Quel type de suffrage, direct ou censitaire? On est habitué, nous sommes habitués au suffrage direct. Or, vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, en France, vous verrez sur les exemples qu'il n'y a pas toujours de suffrage direct, malgré ce que l'on pourrait penser. Scrutin, quel scrutin? Proportionnel, majoritaire? Le proportionnel a l'avantage de représenter le peuple de façon la plus fine. Le majoritaire a l'avantage de permettre à un gouvernement stable qui prenne des décisions et qui les exécute, en tout cas, un exécutif qui permette de fonctionner, donc de mener une stratégie à long terme pour le groupe social, pour le peuple. On voit bien que ça pose beaucoup de questions, ça pose beaucoup de formes différentes qui peuvent être prises par la démocratie, et que finalement, bon an, mal an, dans un espace géographique donné, à un moment donné, eh bien, il y a une combinaison de tous ces choix qui s'opèrent pour proposer à un moment donné un certain type de fonctionnement politique que l'on appelle démocratique. Voilà, ça c'était en guise d'introduction pour poser la question, qu'est-ce que c'est que la démocratie? Donc, en résumé, une démocratie réelle n'a jamais existé, mais certaines formes d'organisation politique permettent de s'en approcher pour satisfaire les citoyens et à un moment donné, dans une configuration donnée, compte tenu de la technologie du moment et de l'anthropologie du peuple considéré, il y a un type d'organisation qui est le mieux approprié. Je vais prendre l'exemple de la démocratie américaine que l'on présente comme la plus grande démocratie. Et pour cela, je vais utiliser le livre de Howard Zinn, Une histoire populaire des États-Unis. Quelques citations de Howard Zinn sur la Constitution des États-Unis en 1787, au moment où ça s'est produit après la guerre d'indépendance contre les Anglais. Comme le souligne Bird, 4 groupes, en tout cas, n'étaient pas représentés au sein de la convention rédactrice de la Constitution. Les esclaves, les serviteurs sous contrat, les femmes et les individus ne possédant strictement rien. C'est pourquoi la Constitution américaine ne reflète nulle part les aspirations de ces groupes. Voilà donc l'organisation politique au début, en 1787, au moment où elle a été constituée. Deuxième citation. Lors de la Convention constitutionnelle, Hamilton, donc, qui était un proche de Washington, suggérait que l'on nomme un président et un Sénat à vie. La Convention ne le suivit pas sur ce terrain, elle ne se prononçant pas pour autant en faveur d'élections populaires, excepté dans le cas de la Chambre des représentants, pour laquelle les critères d'obtention du droit de vote étaient fixés par les législatures respectives des différents États. Presque toutes exigeaient que l'on soit propriétaire et excluaient les femmes, les Indiens et les esclaves. La Constitution prévoyait que les sénateurs seraient élus par les corps législatifs qui désigneraient également les grands électeurs chargés d'élire le président. Quant à la Cour suprême, elle était nommée par le président. Donc voilà aux origines de la plus grande démocratie du monde. Troisième citation. Bon, alors il faut lire le livre parce qu'il est vraiment excellent. Là, je vous en extrais des passages. Troisième citation. Dans le Maryland, par exemple, selon la nouvelle constitution de 1776, il fallait pour se présenter au poste de gouverneur posséder en biens propres l'équivalent de 5000 livres. Pour être sénateur, 1000 livres. Donc pour être élu, il fallait avoir beaucoup d'argent. Si vous étiez pauvre, vous ne pouviez pas vous présenter. Vous n'aviez pas le droit. C'est toujours un peu le cas. Plus de 90% de la population, etc. Enfin, dernière citation sur l'essence et l'esprit de la Constitution, selon Howard Zinn. La Constitution illustrait donc parfaitement la complexité du système américain. Elle servait les intérêts de l'élite fortunée, mais faisait également quelques petits gestes en direction des petits propriétaires, des ouvriers artisans et des fermiers aux revenus modestes pour s'assurer leur soutien le plus large.
Les gens modérément prospères qui composaient cette base formaient en outre un rempart efficace contre les Indiens, les Noirs et les Blancs pauvres. Elle permettait à l'élite américaine de conserver le contrôle de la situation avec un minimum de mesures coercitives et un maximum de législation, tout cela rendu plus acceptable grâce au flanc patriotique et unitaire. Ça n'a pas changé. Cette couche de la population qui sert en fait de garde prétorienne aux possédants. Alors évidemment, depuis, les choses ont évolué. Aujourd'hui, les femmes ont le droit de vote aux États-Unis depuis le mouvement des suffragettes après la Première Guerre mondiale, et puis il y a eu le mouvement des Noirs dans les années 50-60. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a le droit de vote, donc on pourrait se dire finalement, c'est une démocratie représentative qui fonctionne où les gens, le peuple est représenté. Mais, autre livre, celui-ci, Propaganda, écrit par Edward Bernays en 1928. Ce livre a été réédité avec un sous-titre « Comment manipuler l'opinion en démocratie ». Je vais vous en lire quelques passages qui sont assez savoureux. Ce livre donc, a été réédité avec une préface de Normand Baillargeon dans laquelle il écrit une petite biographie rapide de Edward Bernays, qui était un personnage très très important à l'époque, dans les années 20, les années 30, les années 40. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de lui, peu de gens savent qui il était, mais à l'époque, c'était vraiment un grand gourou des firmes et de l'État. Il a beaucoup travaillé pour la CIA et pour les grandes firmes. Alors, il était le double neveu de Freud. Edward Bernays est le double neveu de Sigmund Freud. Son père est le frère de la femme de Freud, tandis que la mère de Bernays, Anna Freud, est sa sœur. Ouais. Par deux côtés, il est le neveu de Freud. Bon, ça c'était pour l'anecdote, mais ça n'est pas qu'anecdotique, parce qu'on comprend que c'est lui qui est à l'origine de pas mal de techniques de propagande et dans ce qu'il a appelé les relations publiques. Il a fait partie de la commission Creel en 1917. Vous savez que le président Woodrow Wilson avait été élu sur la promesse de ne pas faire entrer les États-Unis en guerre en Europe. Lorsque le gouvernement des États-Unis décide d'entrer en guerre le 6 avril 1917, la population est en effet largement opposée à cette décision. Et c'est avec le mandat explicite de la faire changer d'avis qu'est créée par le président Thomas Woodrow Wilson le 13 avril 1917, la Commission on Public Information, CPI, souvent appelée Commission Creel, du nom du journaliste qui l'a dirigée, George Creel. Et cette commission a expérimenté et mis en œuvre les techniques de communication, de manipulation et de propagande qui vont faire le bonheur des publicistes à partir des années 20, qui vont permettre aux grandes firmes américaines de transmuter le paradigme économique américain, c'est-à-dire de passer d'une économie de la demande à une économie de l'offre, où on vous vend n'importe quoi, ce dont vous n'avez pas besoin, grâce à la publicité. La commission inventa notamment les fameux 4-Minute Men. Il s'agit de ces dizaines de milliers de volontaires, le plus souvent des personnalités bien en vue dans leur communauté, qui se lèvent soudain pour prendre la parole dans des lieux publics, salles de théâtre ou de cinéma, églises, synagogues, locaux de réunions syndicales et ainsi de suite, afin de prononcer un discours ou réciter un poème qui fait valoir le point de vue gouvernemental sur la guerre, incite à la mobilisation, rappelle les raisons qui justifient l'entrée en guerre des États-Unis ou incite à la méfiance, voire à la haine de l'ennemi. Il y aura 75 000 orateurs volontaires qui auront prononcé 7,5 millions de discours devant plus de 300 millions de personnes. Donc la personne d'autorité qui, à un moment donné, prend la parole. Vous voyez bien ce dont je parle. Cet homme en blanc, en blouse blanche, avec des lunettes très sérieuses, qui est derrière sa paillasse, avec son microscope, et qui vous dit « ce dentifrice-là, c'est le meilleur du monde, et c'est celui-là qu'il faut utiliser ». C'est la même technique. Et toutes ces techniques ont été mises en place, mises au point, à partir de 1917, par la commission Creel. Après la guerre, toutes ces techniques vont être utilisées au profit des grandes firmes, donc de l'économie, et aussi de la CIA, mais c'est la même chose.
Parce que quand on lit le livre de Warzin, on comprend une chose qui est que la politique étrangère des États-Unis est au service de l'économie américaine. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie de cette conférence qui vous a présenté les aspects différents de ce que peut être une démocratie et donné un exemple concret de ce qu'est une démocratie réelle, la plus grande du monde, selon ses défenseurs, la démocratie américaine. Maintenant, je me propose de vous parler de l'Union européenne. D'abord, quand on parle de l'Union européenne, il faut parler des origines. Donc, tous les adhérents de l'Union populaire républicaine connaissent le nom de Walter Hallstein. En revanche, dans la population, dans les non-adhérents de l'Union populaire républicaine, peu de gens connaissent cet homme. J'étais récemment à Toulouse, spectateur d'un débat faut-il ou non sortir de l'euro? Et après le débat entre deux débatteurs, l'un pour, l'autre contre, j'ai pris la parole et j'ai parlé de Walter Hallstein. Et là, tout le monde, plein de gens ont ouvert des yeux grands comme ça. Et qui Epley, comment il s'appelle, etc. Walter Hallstein, donc, si vous avez écouté les conférences de François Asselineau, vous le savez, est un juriste allemand qui était membre donc, du Parti national-socialiste, mais bon, à la limite, on ne peut pas lui en vouloir dans la mesure où pour avoir un poste, à l'époque, il fallait obligatoirement être membre du Parti national-socialiste. Sauf que lui, il a été envoyé en 1938 par Hitler en Italie pour, avec ses camarades fascistes italiens, élaborer un projet de constitution européenne, un projet de nouvelle Europe. L'idée centrale de son projet était que les décisions, les gens qui prenaient les décisions, ne devaient avoir aucun compte à rendre au peuple. C'est cette idée centrale qu'on va retrouver dans la Commission européenne. Walter Hallstein finit la guerre en tant qu'officier SS, donc là, c'est plus simplement membre du Parti national-socialiste pour ne pas avoir d'embêtement avec la police, c'est officier SS, c'est quand même autre chose, c'est un autre type d'engagement. Donc il finit la guerre comme officier SS en 1944, il est fait prisonnier à la bataille de Cherbourg par les Américains, qui le recyclent dans la politique et au service de leur projet d'Union européenne, du projet américain de l'Union européenne. Il ressort de ses cartons ses travaux de 1938 et il est recyclé au sein de la CDU. Il co-signe à côté du chancelier Adenauer le traité de Rome en 1957 et il est le premier président de la Commission européenne jusqu'à ce qu'en 1965, pour avoir voulu proposer une Europe fédérale, De Gaulle le fasse renvoyer finalement après avoir pratiqué la politique de la chaise vide. Donc finalement il se fait renvoyer en 1965 et ensuite il finit sa vie dans des sinécures diverses et variées. Voilà pour les origines de l'Union européenne. Donc ça vient de là. Le cerveau initial à l'origine de la construction européenne est un juriste, officier SS, Walter Hallstein. Les institutions actuelles maintenant. Alors, elles sont écrites dans le titre 3 du traité sur l'Union européenne. J'ai téléchargé, vous pouvez télécharger tous ces documents, le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le mécanisme européen de stabilité. C'est facilement téléchargeable. Moi, je les ai sur ma tablette. Comme ça, quand j'ai 5 minutes à perdre, je lis un article. Ça fait du bien, ça détend. Donc, quelles sont ces institutions européennes? Il y a la Commission. Alors là, je vais vous lire quand même ce qui est écrit dans le TUE. La Commission européenne, entre parenthèses, ci-après dénommée, entre guillemets, Commission. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Quand même, ils l'ont fait exprès, quoi. Ce petit parfum de « ne m'appelez pas Don Corleone, appelez-moi parrain ». S'ils avaient voulu le faire exprès, il n'y serait pas mieux arrivé. C'est écrit textuellement comme ça dans le traité de l'Union européenne. La Commission européenne, ci-après dénommée Commission. Ensuite, nous avons le Conseil.
le Conseil européen, le Parlement européen, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes européenne, la Banque centrale européenne, et puis 4 autres institutions qui sont de consultation, le Comité des représentants permanents, le Comité des régions, le Comité économique et social, la Banque européenne d'investissement. Quand vous allez sur le site Wikipédia Les institutions européennes, vous avez un beau diagramme avec toutes ces institutions. Le diagramme, le voilà. Donc toutes les institutions et les interactions entre ces différentes institutions. Donc ça forme système. Tout cela forme système. Vous avez des éléments de système reliés les uns aux autres par des flèches qui peuvent être normes, navettes législatives, assises, négociées, etc. Des flèches qualifiées par leur sens. Mais d'abord, quand on analyse un système, la première chose que l'on fait, c'est l'analyse nodale. Lorsque je commandais la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, pas loin d'ici, au cours de mon commandement, j'ai eu à héberger sur la base une équipe de recherche de la gendarmerie nationale qui travaillait sur le démontage d'un réseau de trafiquants de cigarettes. Ils avaient un casse, s'était mal passé, c'était un réseau de trafiquants qui agissait dans le sud-ouest, et lors d'un casse dans le Pays Basque, au Pays Basque, un des casseurs avait oublié son téléphone portable. À partir de ce téléphone, qui a été mis sur écoute sur les ordres d'une juge d'instruction, de la juge d'instruction de Pau, à partir de ce téléphone, ils ont reçu des coups de fil d'autres téléphones. Et donc ils ont pu relier, connecter ce téléphone aux autres, puis en mettant les autres sur écoute, connecter avec toutes les autres. À travers et grâce à l'utilisation d'un logiciel assez génial qui s'intitule Anacrim, donc analyse criminelle, ils ont pu reconstituer le réseau d'interaction. Et l'adjudant-chef qui dirigeait l'équipe de recherche, donc évidemment je suis allé les voir, puisque comme je leur fournissais des locaux et de l'hébergement sur la base, ils m'avaient invité et ils m'avaient présenté leur système. Et donc je suis allé ensuite les revoir plusieurs fois. Et l'adjudant-chef me disait, quand on remonte un réseau, la première chose à faire, c'est de voir dans le réseau les éléments à forte connexion. Les éléments fortement connectés aux autres éléments du système sont les centres de gravité du réseau. Et donc ensuite, on fait notre travail de recherche policière en se concentrant sur ces éléments-là d'abord. Les éléments à faible connexion sont les éléments périphériques du réseau, les petits dealers, les petits braqueurs. Mais les cerveaux sont au centre du réseau à forte connexion. Et donc, c'était amusant parce que quand j'allais les voir de mois en mois ou toutes les 2 semaines, je voyais des cases qui au départ étaient symbolisées par un point d'interrogation, puis ensuite il y avait une photo, et puis ensuite un nom, une adresse, etc. Et comme ça, ils ont reconstitué tout le réseau jusqu'à faire l'opération d'arrestation massive avec l'aide du GIGN à Bordeaux. Alors si l'on applique cette idée à l'Union européenne, quels sont les éléments à forte connexion de l'Union européenne? La Commission, 8 liens, elle est connectée à tous les éléments du système, sauf les 2 banques. Ensuite vient le Conseil de l'Union européenne, 4 liens. Bon, je passe les autres. Le Parlement européen, 2 liens. C'est un élément périphérique du système. Ce n'est pas un élément central. L'élément central, c'est la Commission. Le Parlement européen est un élément périphérique. La BCE, 0 lien. La BCE n'a aucun lien avec aucune des institutions de l'Europe. Elle n'a de compte à rendre à personne, surtout pas au peuple. En revanche, elle a des comptes à rendre à Goldman Sachs, mais pas au peuple européen, ni à aucune de ses institutions. Bon, là, on a vu l'analyse nodale, c'est-à-dire les interactions au sein du réseau. Voyons maintenant dans le détail ce que fait qualitativement chaque élément du système, chaque institution.
Alors, article 14 du traité sur l'Union européenne. Je vous lis des extraits signifiants. Le Parlement européen exerce des fonctions de contrôle et consultative. Il n'a pas la possibilité de proposer des lois. Le Parlement européen n'a pas la possibilité de proposer des lois. Il contrôle et est consulté sur les lois qu'on lui propose. Et encore, depuis la dernière législature, parce qu'avant, il ne servait strictement à rien. Et depuis la dernière législature, on lui a proposé 420 lois, il en a rejeté 2. Il est gentil ce Parlement européen, alors, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi bien payés. Il est gentil. Bien. Voyons maintenant l'article 15 du traité sur l'Union européenne. Le Conseil européen. Le Conseil européen est composé des chefs d'État et du président de la Commission. Il y a le parrain quand même. Il définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce aucune fonction législative. Il se prononce par consensus, sauf dans le cas où les traités en disposent autrement. Il se réunit 2 fois par semestre. Donc en gros, 4 fois par an, ils se réunissent, ils font une belle photo de famille, ils signent un document qui a été préparé par d'autres, dont la Commission européenne est au centre, comme nous venons de le voir, hein, au centre du système. Et voilà, donc il fait joli. Et en gros, il signe ce qu'on lui propose. Le Conseil, lui. Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre du niveau ministériel. Donc c'est un Conseil de ministres, qui lui est permanent. À l'inverse du Conseil européen qui se réunit 4 fois par an, le Conseil, lui, travaille en permanence, en symbiose avec la Commission. Il exerce conjointement avec le Parlement européen des fonctions législatives et budgétaires. Il statue à la majorité qualifiée. Bon, la majorité qualifiée, ça varie. Pas la peine de rentrer dans le détail technique. La Commission, c'est l'article 17 du traité sur l'Union européenne. La Commission européenne, ci-après dénommée Commission, est composée de membres choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen, et parmi les personnalités offrant toute garantie d'indépendance. Vis-à-vis de qui? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Toute garantie d'indépendance vis-à-vis de qui? Probablement du Conseil européen, des chefs d'État, probablement des peuples européens aussi. Ils ne sont pas élus, donc ils sont choisis pour leur qualité. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Ils n'ont de compte à rendre à personne. En tout cas, pas au peuple européen. Probablement à Goldman Sachs et à la CIA. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Et là, ces pouvoirs, elles surveillent l'application du droit européen. Elles surveillent l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elles exécutent le budget et gèrent les programmes. Pouvoir exécutif. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion, conformément aux conditions prévues par les traités. Pouvoir exécutif. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans le traité. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. Vous m'avez bien entendu. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. C'est-à-dire qu'elle est le nœud central du pouvoir législatif. Et en plus, elle détient un large pouvoir exécutif. En parallèle, elle surveille l'application du droit. Montesquieu, réveille-toi. Où est la séparation des pouvoirs? Montesquieu, Condorcet, au secours, réveillez-vous.
Et tout ceci se fait dans le strict respect des traités. Alors évidemment, je ne vous ai pas tout lu, les articles, ce serait un peu fastidieux, mais toutes les responsabilités des uns et des autres, et en particulier les responsabilités du Conseil de l'Union européenne, du Conseil européen, tout ça se fait dans le respect des traités. Bien évidemment, imaginez par exemple qu'un jour, le Conseil européen se réunit et que, je ne sais pas par quel miracle, la lumière tombe sur la réunion et qu'une majorité de chefs d'État se disent on devrait faire quand même quelque chose pour empêcher les délocalisations hors de l'Europe. Vous voyez, un truc quasiment surréaliste, de science-fiction. La bonté, la générosité, l'intelligence s'emparent du Conseil, du Conseil européen, et une majorité de chefs d'État dit il faudrait quand même lutter contre les délocalisations. Dans le respect des traités. Et là, je prends mon autre traité, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et je lis l'article 63. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux et au paiement entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Ce qui signifie il est interdit d'interdire de délocaliser. Et donc la lumière qui serait tombée par miracle sur ce Conseil européen serait immédiatement de prier de s'éteindre et fermer la porte en sortant. Il est interdit d'interdire de délocaliser. Et ça, c'est inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors ça permet la transition avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, quelques articles choisis. Donc vous avez vu le fonctionnement de des institutions européennes à travers le TUE que je vous conseille de télécharger, de lire. En plus, avant de s'endormir, ça aide. Donc, je viens de vous parler de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Maintenant, l'article 32 qui va avec. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent chapitre, la Commission s'inspire A. de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays tiers, ce qui signifie conseiller d'importer à bas coût les produits issus des usines qu'on a délocalisées dans les pays d'Asie du Sud-Est où les ouvriers sont payés $1 de l'heure. C'est ça que ça veut dire. B. S'inspire donc B de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union dans la mesure où cette évolution aura pour effet d'accroître la force compétitive des entreprises, lire, comprendre la baisse des salaires. Tout ça c'est dans les traités, c'est ce qu'on conseille de faire. C des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence sur les produits finis. D de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation dans l'Union. Voilà la ligne directrice économique de l'Union européenne. Dans les traités, les chefs d'État ne peuvent rien changer parce que de toute façon, ils sont obligés de s'astreindre au traité et le traité, lui, se modifie à l'unanimité. Si des gens vous disent « Oui, mais le Conseil européen, les chefs d'État décident à la majorité. » Oui, ils décident de quoi? De rien. Tandis que ce qui structure l'Europe, ce qui structure l'économie européenne, ce qui est à l'origine des délocalisations et des importations à bas coût des produits qu'on a fabriqués dans les usines qu'on a délocalisées, tout ça c'est inscrit dans les traités et les traités se modifient à l'unanimité.